Bien sûr, Super. parfait. Donc, je vais vous présenter rapidement. Donc, Dorothée Legrand, vous êtes philosophe, chargée de recherche au CNRS, rattachée aux archives UCL de l'ENS, et vous êtes dans le même temps psychologue clinicienne et psychanalyste. Vous avez donc cette double casquette entre la psychologie et la philosophie que vous interrogez, notamment dans le cadre de votre séminaire Articulation, philosophie et psychanalyse, centré sur la pensée et la pratique de l'accueil, et plus particulièrement cette année et l'année dernière aussi sur l'accueil des migrants, donc migrants entre guillemets pour vous citer. C'est un public, si je peux dire, que vous recevez entre autres dans le cadre du lieu d'écoute, pardon, qui est un lieu que vous animez depuis maintenant 2 ans au sein de notre programme étudiant invité. On vous en remercie énormément, bien sûr. Donc, c'est un lieu d'accueil inconditionnel de tout étudiant à l'école normale supérieure, et un lieu où ils peuvent trouver donc une oreille, la vôtre. Et depuis cette année, grâce à un partenariat mis en place grâce à vous avec le CAPAO d'Orly, ce lieu peut également être une passerelle vers un accompagnement au CAPAO psychiatrique si cela s'avère nécessaire. Voilà, donc je vous remercie énormément d'avoir accepté de parler sur le thème de penser le soin avec nous ce soir, et je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Oui. Ouais. Parfaitement. Je voudrais d'abord vous remercier d'abord de cette invitation, mais aussi de l'organisation de ce séminaire d'une manière générale. Je peux jamais y assister en live parce que cet horaire le lundi me convient jamais, mais je suis particulièrement reconnaissante d'abord du fait qu'il soit organisé et qu'il soit aussi possible d'avoir des sessions de rattrapage sur votre page. Et du coup, voilà, je trouve ça très, très riche. Donc, c'est un grand, grand plaisir pour moi d'être là et de pouvoir partager avec vous mon travail. Je voudrais commencer par lire quelques lignes écrites par Rhys, qui est le directeur de Charlie Hebdo. Le 7 janvier 2015, je pense qu'on le sait tous, Rhys est dans le bureau de Charlie Hebdo au moment où il pénètre Cherif et Saïd Kouachi, et il aura écrit un livre qui témoigne de son expérience, de son épreuve, de sa traversée de cette épreuve-là. Un livre qu'il a intitulé 1 minute et 49 secondes, qui est en fait le temps pendant lequel on peut dire le temps s'est arrêté ce jour-là. Et je voudrais lire juste quelques lignes que j'ai extraites de ce livre et qui me semblent cibler l'orientation que je voudrais donner à mon propos d'aujourd'hui. Rhys, donc, se retrouver en face d'une arme prête à faire feu n'est pas une sensation très agréable. On est nu comme un ver, vulnérable comme un escargot sans coquille. Plus rien ne vous protège des balles, plus rien ne vous protège de l'arbitraire. Le bouclier protecteur de la loi n'existe plus. L'insécurité est d'abord juridique et ensuite physique. Vous allez mourir car vous êtes déjà mort juridiquement. La destruction de votre corps conclut la négation de votre existence légale. Il est difficile pour le citoyen d'une démocratie de s'imaginer dans une telle position de vulnérabilité. En démocratie, chacun possède des droits qui le protègent et lui permettront de se défendre et de faire comparaître les coupables. Ils sont rares les endroits sur Terre où existe un tel luxe. Aujourd'hui, à l'heure où ouvrir des lieux de parole aux victimes risque de tourner presque à l'injonction à parler parfois, il me semble que Rhys, avec ces mots-là, place la réflexion à un tout autre endroit. Je voudrais y insister, comme j'ai essayé de redire ce qu'il disait, en fait, j'arrive pas à mieux dire, donc je voudrais le lire à nouveau très très rapidement pour insister sur ce qui m'importe particulièrement aujourd'hui. C'est cette idée que face à la violence arbitraire, le bouclier protecteur de la loi n'existe plus. Cette idée que l'insécurité est d'abord juridique et ensuite physique. Et cette idée que vous allez mourir
car vous êtes déjà mort juridiquement. Il me semble que ces points-là sont extrêmement forts, extrêmement saillants dans le propos de Rhys. Et il me semble que c'est cela même que met en jeu une demande de protection ou une demande de soins, pour reprendre le titre que vous avez donné à l'intervention de ce soir, et une demande d'asile en particulier. Il s'agit d'accueillir cette demande, et accorder refuge, c'est en fait faire cesser la négation de l'existence légale du demandeur d'asile, c'est faire que la reconnaissance de son existence juridique empêche sa destruction physique et psychique. Et je voudrais proposer de considérer que là est justement la place de la parole. Là où vous avez droit à la parole, là est contredit l'arbitraire, là est contredite la mort juridique, et là donc est empêchée la destruction physique et psychique. Alors, ouvrir mon propos de cette manière-là pourra apparaître étonnant parce que, comme vous le savez, je ne suis pas juriste. Et pourtant, par cette entrée-là, j'ai recours au registre de la justice. Et donc, en tant que psy, je travaille constamment à suspendre mon jugement, radicalement. J'écoute sans jugement, et c'est en fait une des choses les plus importantes de mon travail. Et pourtant, la loi m'intéresse, non pas pour juger, donc, mais pour écouter. Mon écoute ne s'appuie pas sur la loi en tant que telle, mais plus spécifiquement sur le registre symbolique qui est incarné, entre autres, par la loi. Donc, Henry souligne l'importance du bouclier protecteur de la loi, sans lequel on est menacé de mort juridique, et donc menacé de mort tout court. J'y entends l'importance du registre symbolique ou inscrire sa vie. Inscription sans laquelle on est un escargot sans coquille, dit Rhys, mis à nu, soumis à l'arbitraire et littéralement menacé de mort. La parole me semble donc cruciale exactement en ce point-là. Non pas parce que elle serait tenue, la parole, d'apporter une preuve qui serait évaluée par un tribunal, mais parce qu'elle vise l'inscription symbolique d'une expérience, une expérience qui est singulière, mais qui ne saurait rester privée pour soi seul. Et c'est donc cette proposition que je voudrais mettre au travail avec vous là aujourd'hui. La parole de celle et de celui qui viennent jusqu'à nous est parfois recouverte par l'emploi englobant de certains termes qui sont devenus extrêmement récurrents ces temps-ci, au premier rang desquels le mot traumatisme et le mot victime. Je vais m'appuyer à nouveau sur les mots de Rhys qui soulignent que le mot victime a envahi notre vocabulaire. Je le cite: à l'hôpital où je fus évacuée, donc juste après la fusillade à Charlie Hebdo, un type vint me rendre visite. Il travaillait au ministère des Affaires étrangères et m'informa que j'allais être prise en charge par un fonds d'indemnisation des victimes. Je n'avais jamais entendu parler de cette institution. C'est à cette occasion qu'on me qualifia pour la première fois de victime. Je n'avais jamais pensé me définir ainsi. J'étais blessée, j'étais chanceux, j'étais convalescent, j'étais mal en point, j'étais triste, j'étais honteux, j'étais mélancolique, j'étais déterminée, j'étais en colère, j'étais abattue, j'étais vivant, j'étais mal rasé, j'étais énervé, j'étais dessinateur, j'étais en pyjama, j'étais sous morphine, j'étais seule, j'étais vivant, mais pas victime. Donc pour l'administration, la question ne se pose pas. Rhys est victime. Et pour Rhys lui-même, la question ne se pose pas. Il n'est pas victime, mais tout un tas d'autres choses plus ou moins banales et plus ou moins exceptionnelles. À celui à qui on demande de prouver qu'il est victime, on demande en fait de raconter les actes des coupables. Et c'est ce qui se passe chaque jour dans les bureaux de l'OFPRA, dont l'acronyme OFPRA cache en fait un titre que j'aime continuer à faire entendre, de déplier cet acronyme-là, qui tient en fait pour Office français de protection des réfugiés et apatrides, ce qui est
plutôt intéressant à continuer à entendre au sens strict. Mais à l'OFPRA, c'est seulement si son récit aura convaincu l'officier que le demandeur d'asile sera reconnu comme victime et suffisamment victime pour mériter refuge. Et on peut se demander si ça pourrait se passer différemment si les officiers de l'OFPRA n'étaient pas mis en position d'inaugurer leur mission de protection, non pas par un jugement, mais par un accueil, non pas donc par un jugement des preuves de la violence dont celle et celui qui arrive sont victimes, mais par un accueil des témoignages de leur vie. Alors, intuitivement, on pense que, évidemment, ça changerait à peu près tout. Et je pense ici aux travaux de Didier Fassin, qui est médecin, sociologue et anthropologue, et qui, avec Richard Reichmann, psychiatre et anthropologue, s'est intéressé de près à la condition de victime et plus précisément à celles et ceux qu'il est devenu aujourd'hui commun et presque banal de reconnaître comme victimes de traumatisme. En 2007, ils font paraître ensemble un travail commun sous le titre « L'empire du traumatisme, enquête sur la condition de victime ». Et je vais m'y appuyer beaucoup. Fassin et Reichmann inscrivent leur conception du traumatisme non pas seulement dans l'éthos compassionnel caractéristique de notre époque, mais aussi dans un cadre politique. Ils parlent explicitement d'une politique du traumatisme. Et ils précisent que par leur travail, ils cherchent moins à susciter l'empathie qu'à faire tout simplement valoir des droits. Le traumatisme est ainsi pour eux un instrument au service d'une demande de justice. Le traumatisme n'est pas seulement l'origine d'une souffrance que l'on soigne, il est aussi, pour eux, une ressource grâce à laquelle on peut faire valoir un droit. Et pour moi, si cette perspective m'intéresse particulièrement, c'est précisément parce que faire valoir un droit, ça peut être une des manières de prendre soin. Et je vais essayer de déplier cette chose-là un peu. Le traumatisme est aujourd'hui utilisé, voire instrumentalisé par nos institutions dans le cadre d'une recherche de preuve de la réalité d'une effraction traumatisante. Et en particulier, Fassin et Reichmann montrent que déjà en 2007, la suspicion croissante à l'encontre des demandeurs d'asile conduit à faire de l'exposition des traumatismes une possibilité supplémentaire d'attester la réalité des persécutions. Donc, tout comme les stigmates physiques, les séquelles psychologiques de la violence subie sont désormais susceptibles d'authentifier le récit du demandeur d'asile. Ainsi, le traumatisme, et plus précisément l'exposition du traumatisme, s'insère dans ce que Fassin et Reichmann reconnaissent comme une politique de la preuve que les institutions françaises mettent en place dans leur procédure de sélection des candidats au statut de réfugié. Si l'OFPRA s'intéresse au traumatisme, pourtant, il ne faut pas être dupe du mot. Ce n'est pas au nom de la souffrance traumatique que le demandeur d'asile acquérera, ou pas, le statut de réfugié. Ce qui intéresse les officiers de l'OFPRA, ce que leur rôle leur demande de considérer, ce n'est pas la souffrance traumatique elle-même, c'est la souffrance post-traumatique en tant qu'elle fait signe vers l'événement traumatique dont l'objectivité seule pourrait permettre de porter un jugement objectif sur la demande d'asile. Et dans ce cadre, on s'intéresse alors à la cause, à l'effraction, et moins à l'effet, la souffrance post-traumatique. On cherche à caractériser l'événement qui, en amont de la souffrance, permet de justifier cette souffrance et permet donc, par là même, de statuer sur le bien fondé ou non de la demande d'asile. Donc, dans ce cadre, un traumatisme n'est pas reconnu comme une souffrance à soigner, mais comme la justification d'une demande de reconnaissance, de compensation, voire de réparation. Et tout se passe donc comme si un événement X ou Y pouvait être qualifié objectivement de traumatique, permettant ainsi de prononcer un jugement objectif quant à la plausibilité de la souffrance post-traumatique qu'il faudrait alors prendre en charge. Mais pour qu'une réalité soit reconnue traumatique, il ne suffit pas de la déclarer traumatique. Il faut en apporter des preuves, et des preuves aussi objectives que possible. Et parmi les preuves à apporter figure de plus en plus souvent
un certificat médical attestant d'une souffrance post-traumatique. Mais là encore, ce n'est pas la souffrance en elle-même qui importe, elle n'est pas considérée en tant que telle, mais en tant que marqueur fiable d'une réalité traumatique. Non, la souffrance n'est donc pas considérée comme une épreuve singulière d'un événement traumatisant, mais comme une réaction normale, statistiquement normale, c'est-à-dire dans la norme des réactions attendues. Certifié d'une souffrance traumatique n'est donc pas attester de la singularité d'une subjectivité, c'est au contraire attester de sa conformité, et c'est donc présupposer qu'à telle réalité traumatique répond telle souffrance post-traumatique, toute chose étant égale par ailleurs, ou plutôt, toute chose étant par ailleurs égalisée par l'abrasion de la singularité du travail psychique qui est mise en œuvre pour survivre à la réalité traumatique. Donc, si la souffrance traumatique est un des effets de l'effraction, on peut penser y trouver une preuve de l'effraction qui la cause. Mais ce bouclage-là requiert de pouvoir tisser un lien direct entre la cause et l'effet, et cela requiert donc de dénier la singularité du travail psychique qui s'interpose entre la cause et l'effet, entre l'événement effractant et son effet traumatique. Donc, je pense qu'on aura compris que cette approche repose sur une forme d'évidence naturalisée, c'est-à-dire que tel et tel événement est traumatique naturellement, indubitablement, intrinsèquement, objectivement. L'attaque terroriste de Charlie Hebdo, par exemple, Riss s'en atteste, personne ne s'est demandé comment il avait traversé cette épreuve. Il allait de soi que c'était un traumatisme dont il était victime et qu'à cet égard, il revenait à nos institutions de le prendre en charge. La guerre en Syrie est naturellement un traumatisme pour les civils qui la subissent, on n'en doutera pas, mais pourtant, force est de constater qu'il ne suffit pas d'être syrien pour être traumatisé, il ne suffit pas d'être syrien pour être reconnu victime de traumatisme, et il ne suffit pas d'être syrien pour être protégé en tant que victime de traumatisme. Donc la situation est beaucoup plus complexe qu'une simple constatation objective. Et c'est là, bien sûr, que les choses deviennent retorses. L'usage institutionnel du traumatisme est contradictoire, puisque d'une part, il s'octroie une supposée objectivité, voire une universalité, alors même que d'autre part, il creuse des inégalités. On peut se réjouir d'un principe d'universalité appliqué à la reconnaissance du traumatisme, car alors cette reconnaissance serait la même pour tous. Mais puisque le traumatisme est toujours au moins une affaire intime, et jamais seulement une affaire collective, il ne faudrait pas que la reconnaissance de tous nuise à la reconnaissance de chacun. D'une part, l'usage de la catégorie de victime de traumatisme est essentiel, mais selon Fassin et Reichmann, si l'on accorde plus de crédit aujourd'hui à l'expertise médicale et psychologique, c'est parce qu'on en concède de moins en moins à l'asile politique. D'une part, donc, il faut être vigilant à ce que la reconnaissance du traumatisme ne se développe pas au détriment d'autres registres possibles de qualification et d'action. D'autre part, en réduisant l'expérience subjective à l'événement objectif, on élude la diversité et la complexité des expériences, c'est-à-dire la manière dont elles s'inscrivent dans des déterminations multiples, dans une histoire collective et dans une trajectoire personnelle. Si c'est la réalité traumatique qui détermine objectivement que telle ou telle personne en soit reconnue victime, qu'en est-il alors de la reconnaissance de sa manière à elle de traverser cette réalité? C'est une question qui est pour moi essentielle et en fait un enjeu majeur du travail du psychologue et du psychanalyste est de veiller à ne jamais réduire la personne qui vient parler à son traumatisme et de veiller à défaire cette réduction qui opère sourdement ou bruyamment en écrasant la subjectivité de la personne qui a été confrontée à une réalité traumatique, mais qui, de ce fait même, justement parce qu'elle a été confrontée à une réalité traumatique, cette personne aura déployé tout un travail psychique
que la seule prise en compte de la réalité objective ne permet pas de considérer. Donc, je vais essayer de revenir sur cette question-là dans un petit moment, mais d'abord, je voudrais aussi dire un mot sur le fait que non seulement la reconnaissance d'une réalité comme étant objectivement traumatique ne s'applique pas à chacun singulièrement, mais en fait, elle ne s'applique pas non plus à tous indistinctement. Parce que dans les faits, elle ne s'applique qu'à tous ceux qui sont reconnus comme ayant subi l'événement. Et là apparaissent des inégalités grossières. Je vais m'appuyer encore sur les travaux de Didier Fassin et de Richard Reichmann, et plus particulièrement sur leur étude de l'accident de l'usine AZF à Toulouse le 21 septembre 2001. Je pense que c'est très porteur d'enseignement pour les questions qui nous occupent là. L'accident semble, en première analyse, affecter tout le monde. Chacun rapporte sa propre expérience comme une parcelle de l'expérience collective. Fédérant l'ensemble de la population dans une même dynamique, liant compassion et solidarité, indépendamment des appartenances sociales et des allégeances politiques, on instaurait une communauté virtuelle des victimes. Cependant, ce que montrent Fassin et Reichmann, c'est que cette représentation ne tient que tant qu'on continue à feindre d'ignorer que la carte des zones les plus meurtries par l'explosion était presque calquée sur celle des inégalités économiques et sociales de l'agglomération. C'est une première chose, mais ce qu'il montre également, c'est que par ailleurs, parmi les personnes touchées par un événement reconnu comme objectivement traumatique, certaines sont en fait privées de la condition sociale de traumatisées. Ou, pour le dire autrement, certaines personnes sont exclues de la communauté morale des victimes. Parmi ces exclus, Fassin et Reichmann affirment que les malades de l'hôpital psychiatrique qui jouxte l'usine qui a explosé ne sont pas considérés comme des victimes de la catastrophe. Ils demeurent avant tout des malades mentaux, relevant du régime général des soins psychiatriques plutôt que du registre particulier du traumatisme. C'est Reichmann et Fassin qui parlent de cette manière-là. La vérité de leur souffrance, disent-ils, par ailleurs nullement contestée, n'a pas été reconnue au titre de leur double condition de malades et de victimes. Donc, on peut penser que tout se passe comme si une personne ne pouvait être reconnue comme victime d'une réalité objectivement traumatique que si cette personne était déjà reconnue comme faisant partie de la communauté désormais affligée. Toute personne invisibilisée avant l'effraction traumatique qui aura affecté la communauté ne sera pas intégrée à la dite communauté à la faveur de l'effraction traumatique. En gros, invisibilisée avant, elle reste invisible après. Et évidemment, ça touche de près les questions de la reconnaissance juridique, sociale, politique des demandeurs d'asile. Donc, je cite cet exemple de l'enquête des victimes de l'explosion de l'usine AZF, même si ça paraît nous éloigner un peu du cœur du sujet, mais il me semble que c'est emblématique d'une difficulté inhérente à la reconnaissance d'une personne comme victime de traumatisme. Pour le dire très simplement, cette catégorisation, comme toute catégorisation d'ailleurs, n'est pas seulement inclusive, mais aussi exclusive. Mais si c'est le cas pour toute catégorisation, il faut considérer que la chose est particulièrement retorse concernant la reconnaissance d'un traumatisme. Précisément parce que reconnaître un traumatisme n'est pas chose aisée, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que le traumatisme est toujours au moins une affaire subjective, l'inclusion ou l'exclusion de telle ou telle personne du périmètre du traumatisme ne peut se baser sur aucune preuve de la réalité objective d'un traumatisme. Et on comprend donc que l'usage social et institutionnel de cette catégorie du traumatisme, est pris en fait dans une injonction contradictoire, puisqu'on lui demande d'attester d'une réalité objective, mais sans tenir compte de son épreuve subjective. Et on prendra la mesure du paradoxe quand on réalisera à quel point le traumatisme est cela même que l'on ne peut pas dire. Et je voudrais
déplier cette idée-là un peu plus précisément. Qu'est-ce que ça veut dire que le traumatisme est cela même que l'on ne peut pas dire? On ne peut pas dire le traumatisme pour plusieurs raisons, de différents ordres. Et je vais me recentrer à nouveau ici sur le cas particulier des demandeurs d'asile. Au niveau institutionnel, on substitue à la parole du demandeur d'asile celle d'un expert, médecin psychiatre notamment, à qui on demandera une attestation ou un certificat de traumatisme. On attend des psys qu'ils fournissent des éléments les plus objectifs possibles, permettant d'affirmer la vérité du récit fait par le demandeur d'asile. Mais du coup, en acceptant d'attester par son expertise la correspondance entre le récit et les séquelles, le psychologue ou le psychiatre entérine la dévalorisation de la parole. Mais en même temps, et à l'inverse, cette dévalorisation de la parole prend en fait une place tout à fait différente dès lors que l'on considère que si on ne peut pas dire le traumatisme, ce n'est pas seulement un interdit institutionnel, mais aussi un impossible psychique. Je voudrais citer encore une fois Fassin et Reichmann qui énoncent ceci qui me paraît particulièrement important. Je les cite, l'expertise sur l'existence de séquelles psychiques des violences subies ne fait pas que produire une preuve que pourront entendre les officiers et les juges de l'administration française. Et je dirais que si ça faisait déjà ça, ce serait beaucoup. Mais Fassin et Reichmann rajoutent que cette attestation énonce les mots que la personne ne peut pas prononcer. Le certificat médico-psychologique n'est donc pas seulement un écran qui se substitue à la parole du demandeur d'asile, et c'est le point important, il est aussi ce qui autorise son silence. Le traumatisme et ses traces établies par les spécialistes de la santé mentale attestent l'indicible. Ce qu'on fait entendre là, c'est qu'on n'atteste pas seulement de la vérité de certains mots, de l'adéquation du récit du demandeur d'asile à une supposée vérité sous-jacente du traumatisme, on atteste, disent Fassin et Reichmann, on atteste de l'indicible. Et ça me paraît extrêmement important à considérer, à la fois d'un point de vue institutionnel et d'un point de vue psychique. Ce qu'on comprend là, c'est que le traumatisme s'atteste d'abord non pas par les mots, fut-il ceux des experts, non pas par les mots, mais par le silence, par l'impossibilité de dire. Si le traumatisme ne peut pas se dire, ce n'est donc évidemment pas seulement parce que la parole est brisée par les rouages institutionnels, c'est aussi parce que psychiquement, le traumatisme est d'abord traumatisme de la parole. C'est-à-dire que la parole qui viendrait chercher à dire le traumatisme, la parole, disons, traumatique, est d'abord une parole traumatisée. Alors, si la parole est traumatisée, au sens où il lui est impossible de nommer, de décrire le traumatisme, cela peut se comprendre dans une perspective freudienne, selon laquelle, pour faire très rapidement, pour se défendre psychiquement d'une effraction traumatique, l'appareil psychique va détacher l'affect de sa représentation originelle, c'est-à-dire va détacher l'affect de la représentation de l'événement effractant. Il va éloigner la représentation intolérable de la conscience, on peut appeler ça refoulement, et laisser l'affect s'exprimer via une autre représentation, qui, elle, sera acceptable par la conscience. Donc, dans cette conception, ce qu'on comprend, qui est là décrite, pardonnez-moi, d'une manière extraordinairement basique, mais c'est juste pour faire entendre cette idée qu'en fait, il y a une déliaison entre l'affect et la représentation causée par le traumatisme lui-même, qui fait qu'on comprend bien que du coup, par définition, la personne qui subit l'effraction traumatisante méconnaît l'origine de son affect traumatique, puisqu'il y a eu cette disjonction. J'espère que c'est à peu près audible ce que je suis en train de dire. Donc on comprend que
parler du traumatisme soit difficile dans ces conditions et même, dans un premier temps, impossible. Pour le dire très vite, l'événement traumatique est refoulé, reste un affect sans objet, complètement envahissant, sans mots. Je voudrais essayer de le dire en m'appuyant sur l'enseignement de Jacques Lacan, qui nous permet de parler et de penser le traumatisme justement sans s'embourber dans ce mot que je trouve extraordinairement encombrant, que j'ai dû prononcer 6500 fois depuis tout à l'heure déjà, alors que c'est un mot que je n'aime pas du tout, qui est le mot de traumatisme. Et Lacan permet de s'en passer et de penser les choses un peu différemment. Lacan lui-même ne parle pas de traumatisme où il en parle peu ou pas dans ce contexte que je suis en train de déplier là, mais par contre il parle beaucoup du réel. Et le réel, il me semble que ça permet de dire cela même qui est traumatique dans le traumatisme. Le réel, tel que Lacan le définit, c'est pas la réalité. La réalité, c'est, disons, le monde peuplé de choses que l'on reconnaît, que l'on peut nommer, peuplé de personnes que l'on reconnaît, que l'on peut nommer. Donc, en gros, la réalité, c'est le tissage des mots et des choses. Un tissage complexe, jamais très bien ajusté, mais en tout cas, voilà, il y a cet entremêlement. Le réel, c'est tout l'inverse. Le réel, c'est, dit Lacan, l'impossible à dire. Et donc, l'impossible à délimiter, à reconnaître, à nommer, à aimer, pourrait-on dire, à viser, à cibler. Le réel, c'est l'impossible à dire, contre lequel on se cogne, c'est ce qui revient toujours à la même place. Ce sont des définitions de Lacan, que Lacan donne du réel, et il me semble qu'on ne saurait donner plus précise et concise caractérisation de la souffrance traumatique. Ce qui cogne toujours à la même place, impossible à dire. Pour essayer de dire encore autrement que le traumatisme, c'est ce qui va sans dire, je voudrais m'appuyer sur les travaux d'Olivier Douville, qui est psychologue et qui s'intéresse de très près au traumatisme lié notamment à l'exil. Et Olivier Douville caractérise le traumatisme comme la brisure élémentaire du pacte humain. Je le cite, le sujet est comme jeté en dehors du monde. Ce qui provoque un traumatisme, c'est bien sûr la violence, mais ce qui amplifie le traumatisme est, pour qui cherche un refuge, d'être jeté dans un monde sans interlocuteur, sans témoin, sans qui que ce soit qui puisse lui donner raison, lui donner accueil. C'est encore Olivier Douville qui parle, et cette phrase me semble extrêmement importante, c'est l'absence d'accueil qui amplifie le traumatisme. Ce n'est pas seulement de se sentir loin du sol natal, ce n'est pas seulement de se sentir loin de son pays, c'est de se sentir sans répondant, c'est de se sentir sans personne à qui parler, sans personne à qui s'accrocher. Est alors ruinée la place tierce de celui qui protège, de celui qui est témoin. Et à ce point de son développement, Olivier Douville avance ce qu'il appelle une hypothèse forte. C'est cette place manquante, dit-il, donc la place manquante du tiers qui protège, c'est cette place manquante que nous allons, nous cliniciens, réanimer et faire vivre. Nous tenons cette place graduellement, peu à peu. D'une manière sensiblement différente à celle d'Olivier Douville, mais je pense que ce n'est pas important ici, c'est avec cette hypothèse que je cherche à travailler, et je voudrais m'en expliquer un peu, expliquer un peu comment j'entends cette idée qu'il s'agit de réanimer une place tierce. Donc, on est là avec le réel, le traumatisme, qui rend les mots d'abord impossibles. Mais c'est pour cela même, pour le fait même que ce soit impossible, que les mots soient impossibles, qu'ils sont nécessaires. Et s'ils sont nécessaires, c'est pas parce qu'ils doivent venir nommer une réalité préexistante qui serait traumatique. Il me semble qu'ici encore, il faut s'atteler à une dénaturalisation en travaillant avec l'idée que le traumatisme est une construction,
non seulement une construction sociale, comme y insistent Didier Fassin et Richard Eichmann, mais aussi une construction psychique. Les mots du traumatisme ne décrivent pas tant sa réalité qu'ils la transforment. Et parler du traumatisme, ou plutôt parler à partir du traumatisme, parler à partir du réel, c'est faire l'épreuve d'une métamorphose. Métamorphose d'un état sans mots en une parole, métamorphose d'un sujet écrasé par l'affect traumatique en un sujet suffisamment à distance du traumatisme pour pouvoir le nommer, c'est-à-dire le délimiter, le situer dans le temps et dans l'espace, et de cette manière éviter qu'il envahisse tout partout. Cette métamorphose, il se trouve qu'elle est parfois impossible, mais elle est toujours nécessaire. Alors, il faut travailler à ce point-là, justement. Il ne faut pas travailler à ce qu'il devienne possible de tout dire, puisque tout dire est structurellement impossible pour tout le monde. Mais il s'agit de travailler à ce que dire redevienne possible, alors même qu'on aura bien compris que tout dire est impossible et qu'on se cognera contre cet impossible. Pour le dire le plus simplement possible, il s'agit de réapprendre à parler. En fait, je dis le plus simplement possible, mais c'est en fait très important de l'entendre aussi de cette manière-là. Réapprendre à parler. Et il me semble que c'est ça, parfois, réapprendre à parler, qui est en jeu dans la clinique du traumatisme, que je préfère appeler travail du réel. Réapprendre à parler. Et on le sait, l'enfant apprend à parler en étant enveloppé dans un bain de langage. Et peut-être que le clinicien, avec l'institution qui porte son travail, pourrait être parfois à cette place-là. Il pourrait donner un bain de langage à celui qui se tient face à lui, qui est parfois capturé par un silence dont on entend bien qu'il est mortifère. Alors évidemment, il ne s'agit pas de gazouiller comme si on était avec un enfant qui ne sait pas encore parler. Et dans le cadre clinique, il ne s'agit pas non plus de donner des cours de langue comme le PEI notamment s'y engage. C'est un travail très différent, c'est un travail très complémentaire, il me semble. Dans ce temps clinique, il s'agit d'ouvrir un espace où il est possible de traverser le silence qu'impose le traumatisme, traverser le silence qu'impose le réel. Donc, il s'agit d'ouvrir un espace où il est possible de bredouiller, de bégayer, de chercher ses mots, de les construire comme on construit une digue contre l'impossible à dire, contre le réel, contre le traumatisme. Et pour ouvrir cet espace, il ne suffit pas au clinicien d'attendre en silence que la personne en prise avec le réel se mette à parler tranquillement. Ça n'arrive jamais. Il faut être là, présent, et par cette présence même, il faut accomplir un geste très précis et pourtant très difficile à décrire. Il faut témoigner de la parole, il faut témoigner du langage, et il faut attester que la parole n'est pas morte, que le langage n'est pas mort, qu'il est impossible de dire le réel, mais qu'il reste possible de dire. Par sa parole, le clinicien peut témoigner de sa propre inscription dans le langage, et par son écoute, il peut témoigner de l'inscription dans le langage de celui qui parle. Je saute un petit bout parce que je vois que le temps passe beaucoup. Et en sautant comme ça, je reviendrai peut-être tout à l'heure sur le passage que je viens de passer, mais je tenais à arriver au bout, ce que je fais rarement en fait. En travaillant à ces questions-là, me sont revenues quelques lignes, me sont revenues en tête quelques lignes de Maurice Blanchot que je voudrais vous lire, qui sont les suivantes. Oui, je crois que nous devons le dire et le retenir un instant. L'homme est l'indestructible, et cela signifie qu'il n'y a pas de limite à la destruction de l'homme. En relisant ces lignes-là dans ce contexte-là
de l'écoute de la parole et de son inscription dans le langage, je me demandais si on ne pouvait pas entendre à nouveau frais ces quelques lignes de Maurice Blanchot qui sont extrêmement puissantes et complexes. Je me demandais si on pouvait se dire que, comme Blanchot dit que l'homme est l'indestructible et que cela signifie qu'il n'y a pas de limite à la destruction de l'homme, je me demandais donc si on pouvait se dire qu'il n'y a pas de limite à la destruction du langage. Est-ce qu'on pourrait se dire que la destruction du langage, avec Maurice Blanchot, que la destruction du langage est interminable, car le langage est l'indestructible. Et bizarrement, il m'a semblé trouver là une sorte d'outil clinique. Et ce n'est pas du tout le propos de Maurice Blanchot lui-même. Mais face au réel, impossible à dire, face au traumatisme qui vient effracter le psychisme d'une personne, on sait, on constate, on éprouve que la parole n'est pas indestructible. Et on éprouve aussi que les langues ne sont pas indestructibles. Mais avec quelqu'un qui a perdu la parole, avec quelqu'un qui a perdu sa langue, avec lui, est-ce qu'on peut penser que le langage est indestructible? Est-ce qu'on peut témoigner de ça pour lui, qui est confronté au réel et qui a donc perdu la possibilité de dire? Si on comprend avec Maurice Blanchot que le langage pourrait être l'indestructible, pourtant, il suffit d'un coup pour être éjecté du langage, pour être dénudé et se retrouver comme un escargot sans sa coquille, dirait Riss, sans défense, sans le bouclier du langage, sans cette inscription dans l'humanité. L'indestructible, on peut le détruire au premier coup. C'est en tout cas ce dont témoigne Jean Améry, qui aura écrit sur son épreuve de la torture. C'est extrêmement frappant, j'en lis juste quelques lignes. Le premier coup, c'est Jean Améry qui parle, le premier coup renferme déjà tout ce qui va suivre à l'état embryonnaire. On a le droit de me donner un coup de poing dans la figure, se dit la victime dans une coite perplexité. Et c'est avec une certitude tout aussi coite qu'elle se dit aussi « On va faire de moi tout ce que l'on voudra ». L'autre m'impose en me frappant sa propre corporalité. Il porte la main sur moi et ce faisant, il m'anéantit. C'est comme un viol. Le viol physique par l'autre se mue en acte d'anéantissement existentiel, dès lors qu'il n'y a plus d'aide à espérer. On va faire de moi tout ce que l'on voudra. C'est le réel. Et c'est aussi l'expérience de Primo Levi qui répond à ça par une obstination endurante, une exigence qui s'impose à lui avant comme après la libération. Je cite Primo Levi, « Nous ne devons pas devenir des bêtes, puisque même ici, c'est-à-dire dans le camp d'Auschwitz, même ici il est possible de survivre, nous devons vouloir survivre, pour raconter, pour témoigner. Et pour vivre, c'est Primo Levi qui continue, pour vivre, il est important de sauver au moins l'ossature, la charpente, la forme de la civilisation. » Et il me semble qu'on entend là plusieurs choses, mais notamment ceci, qu'il ne s'agit pas simplement de vouloir survivre pour raconter et pour témoigner, mais que pour ça, il faut sauver l'ossature, la charpente, la forme de la civilisation. Et il m'a semblé que cette ossature, cette charpente, cette forme, nous pouvons l'appeler langage. Langage qui va rendre à nouveau possible une prise de parole. Le langage, fût-il presque mort, quand on est pris dans le réel, reste peut-être, si ce n'est une parole, au moins une écoute possible. L'écoute de celui qui, lui, n'est pas pris dans le réel. Une écoute qui appelle une parole et qui va réinscrire cette parole dans le langage, en l'écoutant, en attestant donc qu'il partage ce langage commun.
Cette parole, on n'attend pas d'elle qu'elle dise la destruction traumatique du langage. On n'attend pas d'elle qu'elle dise le réel, puisque le réel est impossible à dire. Mais cette parole, au contraire, on va lui permettre de contredire la destruction, de contredire l'impossible, de contredire le réel. Alors peut-être que la parole est détruite, mais il s'agit d'écouter quand même. C'est-à-dire, il s'agit de porter témoignage du registre symbolique dans lequel s'inscrit notre écoute, de porter témoignage du langage, c'est-à-dire de porter le langage à l'attention, de le donner en partage. Écouter de cette manière-là, alors c'est témoigner du fait que le langage n'est pas tout à fait détruit, puisque j'y suis moins encore inscrit, et puisque je porte cette inscription à ton attention. Même si ta propre parole semble morte, je t'écoute. Et j'entends que ta parole n'est pas morte, parce que j'entends qu'elle n'est pas seulement impossible, j'entends aussi qu'elle cherche à dire obstinément. Elle cherche à dire, poussée par ce qui reste à dire, qui est le langage. Dans le silence, donc, il s'agit d'écouter encore. Et écouter encore dans le silence, c'est s'adresser encore au corps parlant et ainsi lui redonner la parole que peut-être il prendra. De cette manière, le langage émerge comme une donation entre vifs, c'est-à-dire donation entre écoute vive et parole vive. Et on comprend qu'en parlant, on trouve, en parlant dans ce cadre-là, on trouve plus que soi-même. Mettre en mots et mettre au monde, et ce d'une double manière, par une incarnation sensible et par une inscription symbolique. En parlant de soi-même, de son expérience, de son épreuve inaliénablement singulière, il se trouve qu'on en vient à inscrire cette singularité dans le langage. Et quand bien même la parole vise une expérience impartageable, le réel, c'est pourtant bien l'inscription de cet impartageable dans un registre partageable qui pousse à dire. Donc on en vient là à considérer que parler s'articule toujours au moins à trois, parce que ça engage une parole singulière, une écoute singulière, mais aussi et en même temps le registre symbolique qui inscrit cette parole et cette écoute dans un espace partagé. Alors, ça peut paraître extraordinairement banal, mais une écoute qui met en branle ce triptyque vient en fait tenter d'inscrire une parole inaliénablement singulière dans un langage qui nous contient et qui nous transcende, qui nous a précédés et qui nous succédera, que jamais nous ne posséderons et qui nous échoit en partage. De cette manière-là, peut s'opérer une inscription de plus que soi, de soi et de plus que soi, les morts, les survivants, les vivants, inscription de plus que soi dans plus que soi, qui est le registre symbolique. Et c'est exactement pour cette raison-là qu'il me semble que ce triptyque, parole, écoute, langage, peut venir border le réel, border l'impossible à dire, non pas le nier, mais lui donner un bord, c'est-à-dire une limite, et empêcher qu'il ne soit tout. Voilà, je peux m'arrêter à peu près là, parce que je ne sais jamais comment m'arrêter, donc ça peut être sur ce point-là. Et on peut peut-être prendre un peu de temps pour en discuter si vous le souhaitez. Merci beaucoup. C'était absolument passionnant. Et les exemples littéraires permettent de fixer ce que vous dites. C'était vraiment très intéressant. Si vous avez des questions, vous pouvez directement allumer votre micro. Et si vous êtes dans l'incapacité de le faire, vous pouvez écrire dans le chat et je pourrai transmettre les questions à Madame Legrand. En attendant que les questions arrivent, je me permets d'en poser une.
Une des choses à laquelle on est confronté régulièrement quand on parle du lieu d'écoute aux étudiants, c'est, enfin, une des réponses qu'on entend souvent, c'est, je veux pas y aller, ça sert à rien parce que, de toute façon, je peux pas dire en français. Et je Ouais. me demande, dans le cadre précis de la demande d'asile du public, exilé, hem, comment vous envisagez, est-ce que c'est une barrière supplémentaire, cette barrière de langue? Comment la surmonter? Et comment trouver un terrain, où on est bien sûr de se faire comprendre et de comprendre? Oui, c'est une question extraordinairement complexe et il n'y a pas de réponse univoque donnée par les acteurs, j'allais dire, c'est-à-dire qu'il y a différents lieux d'écoute au sens large qui pratiquent la chose d'une manière très différente, avec interprète ou pas. Euh, il n'y a jamais, à ma connaissance, de place donnée à un interprète de manière systématique. On va faire intervenir un interprète de manière ponctuelle pour des situations particulièrement complexes, etc. Euh, Ça pose énormément de questions. Il y a un avantage tout à fait évident qui est de, de, de lisser les problèmes potentiels d'incompréhension ou de buter sur une langue que l'on maîtrise plus ou moins bien ou que l'on pense mal maîtriser, etc. Euh, il y a le côté plus complexe de la chose vient du fait d'introduire un tiers qui peut être très très intéressant en soi, mais qui du coup va transmettre un message, comme je viens d'essayer d'expliquer, qui est extraordinairement difficile à mettre en mots euh, et qui du coup sera porté à l'oreille du clinicien par une autre voix, par des autres mots, par un autre vocabulaire. Parfois, une tension très forte peut se jouer sur des questions d'accent, par exemple. Avoir son propre récit traumatique, par exemple, porté par par une voix qui va avoir l'accent de celui qui m'aura torturé. Enfin voilà, il y a des espèces de situations extrêmement concrètes qui peuvent se rejouer sans qu'on s'y attende forcément, sans qu'on puisse l'anticiper sur des choses comme ça, où faisant intervenir un interprète, en fait, on peut faire basculer complètement la relation établie entre la personne qui vient parler et le clinicien. Euh, c'est très complexe, toujours. Ce que ça veut dire, c'est qu'on ne fait pas intervenir un interprète comme ça juste pour des questions pragmatiques de compréhension, c'est toujours à inclure dans le travail clinique au long terme, etc. etc. Donc ça, c'est important. Après, ce que je voudrais rajouter par rapport à cette question-là, il se trouve que là, pour des raisons totalement pragmatiques, il n'y a juste pas d'interprète au lieu d'écoute là du PEI. Euh, donc il faut travailler avec ça. La manière dont moi j'aime travailler avec ça, c'est justement d'être au ras de la parole de la personne qui vient parler. Et ça peut paraître très, très étrange, et je comprends que ce ne soit pas facile à expliquer aux étudiants, en l'occurrence. Euh, mais en fait, il se passe énormément de choses, et c'est ce que j'ai essayé de dire un tout petit peu là, énormément de choses qui se passent dans la recherche même des mots. Dans les silences, dans le fait, de toutes les façons, on est confronté à l'impossible à dire, quelle que soit la langue, même si la personne parle sa langue pour pouvoir exprimer la chose, elle butera sur un impossible. Alors toute la question, c'est de faire la différence entre buter contre un impossible et buter contre un mot qu'on a oublié d'une manière tout à fait banale. Euh, Par contre, ce qui m'intéresse moi, euh, c'est justement d'être à cet endroit-là, euh, de, 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 de ce que j'appelais la métamorphose, qui est en fait une sensation extrêmement concrète, corporelle, j'allais dire, euh, de, de, de passer de quelque chose que je n'arrive pas à dire à quelque chose que j'essaye de dire. Et c'est essayer de dire, même si c'est compliqué en français, même si ça doit passer par beaucoup d'images, d'approximations,
ou même si ça doit passer par une énonciation dans la langue maternelle de la personne que moi je ne comprendrai pas, là déjà, il se passe quelque chose. Ce que je veux dire, c'est que cette métamorphose, c'est la métamorphose de mon état à moi, d'un état sans mots à un état avec mots. Et ce n'est pas exactement une question de je suis compris par l'autre. L'autre donne un sens, une signification, une interprétation. Il y a ça qui joue, mais en fait, d'abord, il y a est-ce que j'arrive à énoncer? Est-ce que j'arrive à me distancier un tout petit peu de l'événement traumatisant, par exemple, suffisamment pour pouvoir ne serait-ce que envisager de le décrire? Et ça, en fait, on est bien en deçà de la compréhension, de l'intercompréhension, etc. Alors évidemment, on ne peut pas passer toutes les séances avec l'un qui parle une langue que l'autre ne comprend pas du tout. On n'est pas là-dedans non plus, on va pas caricaturer. Mais quand même, ce que je veux juste faire entendre, c'est que même quand on se comprend, même quand on parle la même langue, en fait, une partie du travail se passe ailleurs et se passe déjà dans cette métamorphose, c'est-à-dire cette formation d'un registre symbolique sur quelque chose qui échappe complètement au registre symbolique. Je ne sais pas si ça paraît trop magique ou trop cryptique ce que je dis, mais... Non, ça répond tout à fait. Merci beaucoup. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à prendre la parole ou à les écrire. Oui, Fanny. Oui, c'était pour rajouter quelque chose au sujet des difficultés qui peuvent se présenter. Non seulement il y a la difficulté de la langue, mais il y a aussi, selon moi, il y a le fait que dans un certain nombre de demandeurs d'asile en France viennent de pays où le suivi psychologique, clinique est très peu répandu. Oui. Et moi, j'ai pu constater en fréquentant des demandeurs d'asile dans le cadre d'une autre association que le pays, mais bon, voilà, Paris d'Exil, que ça peut être... qu'il y a une certaine méfiance, voire défiance de la part de certains à avoir et à être orientés vers un suivi psy. Et du coup, à ce niveau-là, on touche à un point de différence culturelle qui est assez compliqué à manipuler et sur lequel je bute parfois parce que par peur justement de paternalisme ou d'ethnocentrisme, on se met à soi-même questionner un peu justement la nécessité d'orienter là où, mais en même temps, il y a un besoin psy et il y a des traumatismes. Et donc voilà, je voulais avoir un peu votre avis sur cette question de la différence culturelle à l'endroit du suivi. Oui, je dois dire, évidemment, je bute sur cette question-là, ce problème-là aussi. Je pense que ça n'est pas seulement, c'est aussi, mais il me semble que ça n'est pas seulement une différence culturelle. Et je le dis parce que je rencontre des personnes où la différence culturelle ne jouerait pas à plein comme ça, et qui vont aussi manifester une défiance, une méfiance vis-à-vis je vais dire très 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 caricaturalement, veuillez m'excuser, mais en gros, à quoi ça sert de parler? Il y a besoin d'à peu près tout et tout le reste, et c'est tellement plus urgent pragmatiquement, et puis on verra quand ça ira mieux, on commencera peut-être à envisager quelque chose de l'ordre de la parole. Ça, je l'entends, et je le prends très au sérieux, parce qu'en fait, ça me semble à la fois extrêmement juste et en même temps pas juste du tout. Pas juste comme un enfant qui dit c'est pas juste. Parce que c'est juste pas vrai, quelle que soit notre culture, qu'on doit attendre d'aller bien pour parler à quelqu'un. Les propos d'Olivier Douville que je rappelais tout à l'heure me reviennent en tête là. Être confronté au traumatisme, et j'aime bien qu'il associe le traumatisme à l'exil sans les disjoindre. L'exil en lui-même peut être traumatisant, justement parce que, indépendamment de sa culture, on est jeté en dehors du monde. On n'est pas simplement jeté en dehors de sa culture, ou de sa famille, ou de sa langue, on est jeté en dehors du monde. Et donc là, il me semble que c'est essentiel de pouvoir refaire monde.
Et c'est pour ça que j'insistais sur cette question de coquille d'escargot, là, c'est-à-dire le bouclier de la loi, comme dit Rhys, ou le registre symbolique qui fait socle ou qui fait sol. Donc, ce que je voudrais essayer de répondre à ce problème-là, c'est que il ne s'agit pas simplement de parler, et peut-être je devrais dire, il ne s'agit pas simplement de parole, il s'agit aussi du langage, de faire langage. Et faire langage, ça veut dire faire humain. Et là, il n'y a pas de différence culturelle qui tienne. Dans n'importe quelle culture, on aime bien être humain ensemble. Et ça, c'est ce qu'on travaille, en fait. En tout cas, on a les outils pour le faire. Donc, c'est pas simplement du tout une question de parler quand ça va pas bien. En fait, c'est l'ossature dont parlait Primo Levi. Primo Levi ne s'y trompe pas. Au sein même d'Auschwitz, on voit bien qu'il a besoin de tout, mais que quand même, ce qui va le tenir en vie, c'est la parole. Pas simplement parce qu'il peut bavarder, parce que ça fait monde, parce que ça fait humain. Humanisation, réhumanisation. Ou bien, ça fait plutôt barrière à la déshumanisation. Et là, il n'y a pas de différence culturelle, pour le dire très rapidement. Ça ne veut pas dire qu'il y a des différences culturelles absolument massives sur ce qu'on veut partager ou pas de son intimité. L'exemple très très basique, c'est est-ce qu'on parle de ses rêves ou pas? Il y a des différences culturelles absolument massives à cet endroit-là. Est-ce qu'on parle de soi ou pas? Il y a des différences culturelles massives. Ces choses-là, il faut absolument les considérer et les considérer avec beaucoup de sérieux, parce que c'est justement parce qu'on va respecter ça le plus finement possible qu'on va pouvoir proposer ou caler notre écoute d'une manière qui ne sera pas indécente et qui va permettre que la personne parle de tout ce qu'elle veut si elle veut, justement parce que moi, je n'ai pas d'a priori sur ce dont il faut parler. J'ai un a priori sur le fait que parler, c'est réinscrire un corps parlant dans un registre symbolique qui empêche la déshumanisation, quelque chose comme ça. Merci beaucoup pour cette réponse. Alison, tu veux prendre la parole? Oui, merci beaucoup pour cette présentation qui est vraiment magnifique et qui fait réfléchir à plein d'endroits différents. J'aurais peut-être deux questions à vous poser. Une première question sur la question du rapport entre la reconnaissance juridique et le traumatisme. Vous avez parlé, au bout d'un moment, vous avez dit que faire valoir un droit pouvait être une manière de prendre soin. Et j'ai trouvé cette phrase très belle. Ce qui me faisait penser, vous avez dit que, en citant Rhys, que le traumatisme, d'une certaine manière, défaisait la personne atteinte par ce traumatisme d'une sorte de communauté de droit, une communauté au moins de reconnaissabilité au droit. On voit bien dans ce sens-là à quel point la situation des demandeurs d'asile est spécifique parce qu'ils sont placés dans l'attente d'un statut qui redouble cette situation d'assujettissement. Et du coup, la question que je me posais, c'est celle des conséquences des conséquences d'une non-reconnaissance juridique sur ce traumatisme et sur la possibilité de survivre à ce traumatisme ou de l'intégrer à son récit personnel. Donc, est-ce que voilà, comment les déboutés du droit d'asile, comment vous percevez un peu cette question de l'exclusion de la communauté politique et de la possibilité de reconnaissance, au moins sur le rapport au traumatisme, etc., des déboutés, qui doivent en plus complètement modifier leur rapport à la possibilité d'une reconnaissance juridique en essayant de se projeter dans l'avenir d'une potentielle régularisation sur un temps très long avec des critères très différents de celui de la demande d'asile. Donc voilà, ma première question sera un peu là-dessus, si vous avez des idées sur ça. Et je ne sais pas si je pose tout de suite ma deuxième ou je vous laisse d'abord. Si vous voulez bien, je veux bien enchaîner sur ma réponse parce que sinon je vais être prise par la seconde, je sais. Et donc, merci beaucoup pour cette première question. Ça m'importe beaucoup, beaucoup ce point-là parce que je vois bien que je ne peux pas travailler de la même manière avec les patients qui sont demandeurs d'asile ou pas. Ça change le contexte terriblement, justement parce que
il n'y a pas d'appui possible, ni de moi, ni de l'autre, sur le droit, sur ce bouclier. On ne peut plus compter là-dessus, on ne peut plus faire appel à ça. Je pense en particulier aux demandeurs d'asile qui sont en attente littéralement depuis parfois très longtemps, depuis parfois de nombreuses années, où je pense à des personnes à qui on a refusé des papiers dont eux savent qu'ils sont valides, etc. Je pense aux personnes qui sont confrontées à des incohérences ou à un certain arbitraire ici, arbitraire des institutions françaises. Et donc, pour moi, c'est extrêmement important de travailler avec cette chose-là, c'est-à-dire de ne pas dissocier la question du traumatisme qui aura peut-être conduit à l'exil de l'exil lui-même. Il y a différents lieux de soins qui s'intéressent plus à l'exil, d'autres qui s'intéressent plus au traumatisme. Cette distinction-là, elle est faite parmi les cliniciens. Pour moi, le vécu, l'éprouvé, la traversée de l'exil et de l'arrivée et de la non-arrivée, en fait, de la non-inscription dans l'état de droit qui est visé, ça, c'est extraordinairement invalidant. C'est une source de souffrance, de détresse, parce qu'on est sans recours. C'est exactement pour cette question-là que je citais Rhys au départ, parce qu'en fait, même dans un état de droit, les demandeurs d'asile créent une sorte de trou où on n'est plus où l'état de droit ne peut plus fonctionner, ne donne plus, il ne fait plus monde, ne donne plus le sol, etc. Et donc là, c'est comme si tout ce que je disais là, en fait, on fait appel à un registre symbolique qui est le même pour tous, qui nous déborde, qui n'appartient à personne, qui est ce tiers sur lequel je peux inscrire mon écoute, sur lequel je peux inscrire une parole. Et bien ça, c'est d'autant plus important de le manifester encore, j'allais dire, dans la coprésence, parce que justement, les institutions, elles tiennent plus à cet endroit-là pour ces personnes-là en particulier. Et c'est extraordinairement frappant à quel point pouvoir ou pas s'appuyer cliniquement sur ce registre symbolique, ça change tout. On est beaucoup plus dénudé et donc on a d'autant plus besoin d'une solidité institutionnelle pour pouvoir inscrire soi, son travail et l'autre qu'on accueille à cet endroit-là. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il ne s'agit pas simplement de parler de sa souffrance. Il s'agit, en parlant de sa souffrance, de l'inscrire dans cette chose-là. Alors, du coup, on est obligé de construire des espèces de béquilles parce que l'état de droit, il ne nous donne pas un truc comme ça, un cadré sur lequel on peut s'appuyer, qui est déjà tout prêt à l'emploi. Et donc, on est obligé de bricoler et de trouver ce tiers ailleurs, autrement, dans les réseaux associatifs, etc., et de s'y appuyer à cet endroit-là. Mais pour moi, c'est absolument indispensable de trouver quelque chose à cet endroit-là. C'est pour ça que je parlais de triptyque. Sinon, on reste, tu me parles, je t'écoute, tu me parles, très bien, c'est extraordinairement important, mais néanmoins, ça ne suffit pas à faire monde. Et c'est quand même ça qui est mis à mal d'une manière dramatique pour ces... Ils demandent refuge, ils demandent monde. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, j'enchaîne avec ma deuxième question, qui est un peu dans la suite finalement. Je pensais en vous écoutant, et là, ce que vous dites me prolonge un peu ce questionnement. Est-ce que j'ai lu le livre d'Élise Pestre qui s'appelle La vie psychique du réfugié. Oui. Et à la fin, elle a ce questionnement ou peut-être ce débat que j'imagine vous avez peut-être entre cliniciens sur cette question, est-ce qu'il y a une catégorie clinique spécifique des demandeurs d'asile, des réfugiés, justement à cause de cette question de l'inscription dans le droit, ou est-ce que plus généralement vous considérez que le travail que vous effectuez, les bases que vous posez sur cette relation d'écoute, de parole réinscrite dans le langage est lié à des pathologies de l'exclusion en général et pourrait se rapprocher d'un travail avec d'autres publics exclus socialement ou exclus juridiquement. Voilà.
Oui, alors moi, il se trouve que les piastres aussi, on travaille d'une manière très très différente, mais en tout cas, on partage la référence psychanalytique. Ce qui importe pour moi avant toute autre chose, c'est quand même la singularité du patient. Donc là, je me suis étonnée en fait en écrivant là pour ce soir de m'être embourbée là dans le vocable du traumatisme vraiment à mon corps défendant parce qu'en fait j'ai habituellement comment dire euh, je reste sur ma réserve par rapport à ces catégorisations, à celle-là ou à n'importe quelle autre, parce qu'il y a toujours un risque de, oui, de recouvrir la singularité par quelque catégorie qu'elle soit. C'est-à-dire que la personne à qui je vais ouvrir la porte, que ce soit au PEI ou ailleurs, mais même au PEI où il y a quelque chose de très ciblé, de très spécifique, et ben quand même, je me refuse à ouvrir la porte à un réfugié, un demandeur d'asile, un migrant, une victime de traumatisme. En fait, j'en sais rien. Je n'ai pas la moindre idée, y compris au PEI, et c'est plus vrai ailleurs où je travaille à la fois en libéral et dans une institution qui est ouverte à quiconque, mais même au PEI, où on pourrait penser que la personne qui vient est déjà ciblée, etc. Mais en fait, là, je pense que je ne pourrais pas écouter vraiment la personne qui vient si d'emblée, j'assume, elle souffre d'exclusion ou elle souffre de traumatisme, ou je vais m'intéresser principalement à son traumatisme ou à son exil ou à ceci ou à cela. Il se trouve que euh, quand bien même la personne aurait traversé tout ça ou traverserait encore tout ça, d'abord, je ne peux pas savoir si c'est le cas. Et puis au PEI, je pense que vous êtes très bien placé pour le savoir et dans d'autres associations aussi, la diversité des personnes qui sont là est absolument extraordinaire et réduire ça sous couvert d'un diagnostic clinique, ce serait de l'anticlinique, ce serait de l'anti-travail. Donc je m'efforce à justement rejeter toutes ces choses-là et, euh, et à écouter juste la personne qui vient. Et puis après, on voit comment ça se passe. Ceci étant dit, évidemment, l'ensemble de ma présentation d'aujourd'hui était beaucoup plus ciblé pour cette raison-là qui rejoint du coup ma réponse à la première question, qui est qu'en fait, on a ou pas les mêmes outils à notre disposition. Et là, il se trouve que si la personne qui vient parler est dans cette détresse de manquer de monde, d'être hors monde, d'avoir été rejetée du monde, bah, quand bien même elle nous parlera de telle et telle problématique autre, cette problématique ne fera pas monde. Et donc, c'est ça aussi qu'il faut entendre, même quand ça s'exprime à très bas bruit. C'est quand même ça qui est en question. Y a des questions, enfin vraiment la question du traumatisme, le problème de ce mot-là, c'est il est lui-même effractant. Il est censé dire une effraction, mais il est lui-même effractant dans le sens où euh, il vient effacer presque toutes les variations. Et une des choses qu'il vient effacer, c'est encore une fois tout le parcours migratoire, toute la vie qu'on appelle post-traumatique d'une manière très problématique, mais euh, quelle est la vie qui se développe là, qui est empêchée, qu'est-ce que ça veut dire de se retrouver, encore une fois, en attente depuis 3 ans, par exemple. En attente, c'est-à-dire en interdiction de s'inscrire dans un monde. Bon, comment on entend ça? Là, il y a une spécificité, mais j'allais dire que la spécificité, finalement, elle est propre à chacun. Évidemment que telle personne qui va venir me dire j'attends mon statut depuis 3 ans et telle autre qui 2 heures plus tard va venir me dire j'attends mon statut depuis 3 ans, ça ne veut jamais dire la même chose. Jamais. Et c'est ça qu'il faut entendre.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à allumer les micros ou à les écrire dans le chat. Bonsoir. Allez-y. Ok, excusez-moi. Vous parliez du contexte, enfin de cette métamorphose qui fait qu'on essaye de parler alors qu'avant on était dans un je ne peux pas parler. Et vous l'avez beaucoup évoqué dans un contexte de soins où en fait la personne qui reçoit cette parole ou qui reçoit cette tentative de parole y est assez préparée en fait. Enfin, en tout cas, on peut considérer que c'est son métier, enfin, comme c'est votre cas. Et en fait, il se trouve que des fois on a cette métamorphose qui se produit dans des contextes tout à fait autres. Alors, je ne sais pas si pour vous, c'est aussi une métamorphose ou pas, mais disons, est-ce que vous considérez que c'est plus ou moins aussi un passage à la parole? Enfin, comment ça se passe quand d'un coup, on est dans une conversation, je sais pas, au café, et qu'en fait, la personne se met à tout déballer d'un coup et à dire beaucoup, beaucoup de choses. Enfin, juste ce que vous pensiez de cette situation. Oui, merci pour la question. Elle est, enfin, c'est compliqué en fait comment dire ça. Bon, je sais pas trop comment le dire, mais je le dis comme ça vient. Du coup, excusez-moi, on fera le tri. Il me semble qu'en fait, ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que le clinicien, il est aidé et il est protégé. Et donc, il peut mieux aider et mieux protéger aussi, peut-être. Mais en tout cas, il y a quelque chose du cadre euh, et de l'institution dans laquelle on travaille euh, qui peut justement permettre de recevoir, quand vous dites, voilà, on est au café et la personne se met à tout déballer d'un coup. Euh, ça peut être, ça peut être compliqué à recevoir, ça peut être compliqué à dire aussi, comme ça, dans une espèce de passage à l'acte linguistique, parolier. Euh, et il y a quelque chose de la... Là encore, c'est une question de tiers. C'est pour ça que j'insiste tant sur le fait que la parole, en fait, ça se passe à trois. Je disais parole, écoute, langage, mais quand je dis langage, en fait, dans langage, je mets tellement de choses, c'est-à-dire je mets le registre symbolique et là-dedans, il y a le cadre, il y a l'institution, il y a le tiers, il y a le pas être tout seul. Et pas être tout seul avec l'autre non plus. Pas être seulement un, pas être seulement deux. Donc du coup, votre remarque me fait penser à ça, qu'il peut y avoir évidemment, et c'est très important et il faut soutenir ça, bien sûr, qu'on peut se mettre à trouver les mots, à trouver aussi le désir d'en parler, l'espace pour en parler, parce que la personne sera présente, elle sera soutenante, on sentira sa solidité, on sentira qu'elle est amicale et bienveillante et toutes ces choses-là. Euh, et que tout ça permet cette métamorphose. Et oui, bien sûr, enfin, j'espère en tout cas que c'est possible ailleurs que dans le cabinet d'un psy. Euh, la différence, euh, c'est que du coup, comme je disais, le psy, il est aidé pour recevoir cette chose-là parce qu'il est soutenu lui-même par le cadre et que du coup, il y a quelque chose qui peut s'inscrire sur le long terme, qui doit aussi s'inscrire sur le long terme. Ça, c'est une question très compliquée avec les demandeurs d'asile. Comment on inscrit la chose dans un temps long qui me semble important pour que cette métamorphose opère, que ce soit pas simplement un jour j'ai tout déballé. Il y a plein de gens à qui ça suffit amplement, mais il y a aussi besoin quand je décrivais tout à l'heure la réalité comme le tissage des choses et des mots, bah, ce tissage-là, c'est comme un tricot, ça se fait point par point et ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Euh, et voilà, donc il y a ces différences-là, je dirais. Euh, et puis, je pense qu'on peut aussi y penser d'une manière tout à fait banale, comme on a l'habitude de penser à chacun, qui peut faire la différence entre parler de ces choses à son ami, à ses frères et sœurs, à ses parents. Euh,
ou bien parler à un tiers qui est neutre et qui va pas recevoir les choses de la même manière, qui va pas réagir de la même manière, qui va pas les inscrire de la même manière. Donc en fait, cette neutralité-là, elle permet beaucoup. Elle permet justement à ce que ce soit pas simplement une reconnaissance amicale, mais que ce soit une reconnaissance tout court, j'allais dire. Un peu comme une personne aurait besoin d'aller de la validation d'un tribunal pour se dire, bah voilà, en fait, c'est attesté légalement. Et ben là, chez un psy, il y a quelque chose de cette neutralité. Encore une fois, je ne suis pas juge et je ne veux pas l'être. Mais il y a cette neutralité qui est très importante et qui fait agir la métamorphose différemment sur le long terme, je dirais comme ça. Merci beaucoup. Du coup, là, je sais pas, il y a quelqu'un d'autre qui voulait poser une question, je crois. Si quelqu'un veut poser une question, il peut l'écrire dans le chat s'il ne peut pas parler. Je crois que j'ai coupé la parole à quelqu'un en fait tout à l'heure, mais du coup. Peut-être que la réponse a fait d'une pierre deux coups. Oui, pardon, bonsoir, je suis désolée, parce que j'ai dû m'absenter 1 minute, mais alors il y a eu pas mal de choses qui ont été répondues par rapport à ma question, qui remontent à celle de la défiance. Alors au-delà des problématiques d'ethnocentrisme ou de différences culturelles, c'était une question purement de témoignage par quelqu'un qui, du coup, a ce public en face de lui. Je me demandais, est-ce que cette situation d'exclusion crée le besoin du coup, de venir se réintégrer au langage et donc de venir dans le processus, dans le cadre de la séance d'un psy, un peu comme Primo Levi, voilà, témoigne du fait que c'était ce qui était présent pour lui dans son expérience. Voilà, ma question porte sur, est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait dire des migrants, que finalement ce besoin de cette parole très particulière émerge et donc amène à dépasser la défiance ou pas? Ou est-ce que c'est plutôt une question, enfin, ou est-ce que c'est d'autres questions? Je ne suis pas sûre de cibler précisément ta question, mais réoriente-moi si je pars dans une mauvaise direction. Je repartirai du temps long et comme, mais je le dirais, alors évidemment ça se passe chaque fois différemment, mais je le dirais aussi d'une manière générale, pas simplement avec les réfugiés, les demandeurs d'asile. Cette parole, en fait, elle n'émerge pas d'un coup d'un seul. Cette parole qui va avoir cet effet de métamorphose, elle émerge progressivement. Olivier Douville, c'est pour ça que je le citais tout à l'heure un peu longuement, parce qu'il dit ça, de se mettre à cette place-là, et qu'on le fait petit à petit, progressivement, et il dit ça assez humblement et d'une manière que j'aime bien, parce que c'est quand même ça qui se passe concrètement, je pense. Et il peut y avoir... il y a besoin d'une patience et j'allais dire, d'une minutie à cet endroit-là. En tout cas, moi, j'ai besoin d'y aller tout doucement. Et si j'ai ce besoin-là, c'est parce que j'ai l'impression qu'en face de moi, il y a besoin d'y aller tout doucement. Et que c'est très problématique pragmatiquement parce que ce tout doucement, on n'en a pas forcément le temps. Et qu'il peut y avoir, et que c'est très très paradoxal en fait, parce que il peut y avoir une sorte d'urgence vitale ou de détresse tellement profonde et depuis tellement longtemps,
et de se retrouver là dans un processus qui va tout doucement. Ça peut paraître extraordinairement paradoxal, ça peut générer une frustration de dingue, et en même temps, ça peut se décaler justement par rapport à l'urgence vitale et créer un espace autre qui peut être tout aussi vital. Du coup, amener à dépasser la défiance, je pense que la seule manière dont on peut faire ça, c'est juste de faire sentir que ça sert à quelque chose. Et que ça serve à quelque chose au regard des situations extraordinairement complexes dans lesquelles ces personnes sont la plupart du temps. Et ça, ça peut procéder par toutes petites touches qui ont l'air de rien comme ça, mais ça peut procéder juste par s'octroyer, s'offrir un temps de coprésence, y compris dans le silence. Parce qu'on sentira bien qu'il y a cette espèce de métamorphose qui peut émerger très progressivement. Donc c'est une difficulté je ne crois pas du tout qu'on puisse dépasser la défiance par des arguments avant. Il faut avoir dépassé un peu la défiance pour que la personne passe la porte. Mais c'est quand même ce qui se passe au moment où on essaye de prendre la parole. Par exemple, essayer de prendre la parole et ne pas y arriver. C'est une expérience tout à fait spécifique quand même. Et ça arrive, bien sûr que ça arrive. Et est-ce que ça peut marquer la personne suffisamment pour qu'elle se dise, tiens, là, en fait, j'ai touché au sens physique quelque chose de mon expérience que je ne peux pas toucher ailleurs, pour plein de raisons. Et en fait, je sens bien que c'est mon intimité, et d'être au contact de son intimité, ça peut valoir la peine. Merci, oui, c'est très clair. Et peut-être juste une question petit b par rapport à ma première. Est-ce que le besoin de témoigner, alors donc, à l'inverse, quelqu'un qui viendrait avec un énorme besoin, un besoin irrépressible de raconter, Oui. est-ce que c'est quelque chose de très courant ou moyennement courant ou pas courant? C'est intéressant parce qu'en fait, c'est très frappant c'est une comparaison, c'est pas une comparaison, mais c'est une mise en lien boiteuse. Vous l'avez entendu, je fais référence aux témoins de la Shoah beaucoup, et ça m'aide beaucoup à travailler dans ce cadre-là, beaucoup. Et en fait, Primo Levi, Améry, Georges Semprin, Imre Kertész, beaucoup d'autres, Robert Antelme aussi, beaucoup font état de ce besoin irrépressible de raconter, comme tu disais, de cette espèce et font état aussi d'une obstination à raconter. Il faut raconter, une fois qu'on a raconté, il faut raconter encore. Et ça me semble extraordinairement important, et en même temps, ça me semble, en tout cas au jour d'aujourd'hui, ça me semble très différent, mais peut-être que d'autres personnes témoigneront différemment. Mais pour moi, ça me semble très très différent de là où des personnes que je reçois jusqu'à présent. Et soit ça tient juste au hasard. Si c'est pas que du hasard, je dirais que quand même, il faut aussi prendre en considération le fait que les témoins de la Shoah ont mis beaucoup de temps, ont mis des dizaines, des vingtaines, des trentaines d'années avant d'en arriver à témoigner, et du coup d'être pris dans ce témoignage irrépressible. Et peut-être que ce temps n'était pas simplement un temps de digestion individuelle, que c'était aussi un temps historique, collectif, d'inscription différente des choses, etc. Et peut-être
qu'actuellement, on n'en est pas là du tout avec les personnes qu'on appelle migrants et qui sont dans des situations extrêmement diverses les uns par rapport aux autres. Et donc peut-être que ça fait que, en fait, le statut même de témoin, moi je trouve ça très intéressant, on ne le leur donne pas. On les convoque en tant que... C'est pour ça que je faisais tout ce passage sur la victime du traumatisme. On les convoque en tant que demandeurs d'asile et à cette occasion-là, on convoque le fait qu'ils puissent être victimes de traumatisme, mais entre autres choses. Mais en fait, je me dis toujours que si on les écoutait en tant que témoins, témoins de leur vie, de leur monde, de leur passage, du coup, on les accueillerait infiniment différemment. Ça n'aurait strictement rien à voir. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose du témoin qui par défaut, j'allais dire, vient contribuer à une histoire, à l'écriture de cette histoire, etc. Considérer les demandeurs d'asile comme des témoins, je pense que déjà, ça paraît juste un changement de mot comme ça, mais en fait, absolument pas. Je pense que ça changerait absolument fondamentalement notre rapport à leur histoire et peut-être et sûrement leur rapport à leur histoire. Et que ça, ce serait un changement social, ce serait un changement politique, et ce serait aussi un changement psychique, individuel et collectif. Et bon, je l'appelle de mes voeux, mais après, voilà, je pense pas que ma voix soit entendue très loin, mais enfin, en tout cas, je pense que là, il y a un enjeu important. Merci beaucoup. Merci à toi. Si quelqu'un a encore une question qui n'existe pas à se manifester. Je me permets d'en poser une autre. Ouais. Je reviens sur ce que vous avez dit, je crois que c'était plutôt vers le début de votre exposé, au sujet du bain de langage. Et Oui. donc, vous avez bien précisé que ce bain de langage que doit proposer le praticien, c'est pas celui dont est entouré un enfant et c'est pas non plus celui qu'on essaie de mettre en place en cours de FLE. Et du coup, je me demandais si vous pouviez un peu préciser où se situe la parole du praticien dans l'écoute, en fait. Oui. Il se trouve que, en tout cas, je peux parler que de ma pratique là, mais ou pas que d'ailleurs, parce qu'il y a je croise ça régulièrement chez des collègues qui travaillent aussi dans ce cadre-là. Comment dire, c'est assez intéressant si on prend la caricature du psychanalyste en tout cas, on va se l'imaginer comme écoutant, ne disant rien à part de temps en temps et laissant l'entièreté de l'espace de la parole du côté du patient. Il se trouve que d'abord ça marche jamais comme ça aussi caricaturalement, mais il y a quelque chose concrètement, la manière dont ça se passe quand je reçois des personnes qui viennent du PEI, il y a une place, en tout cas moi j'aime donner une place à ma propre parole, ne serait-ce que quand je disais témoigner par ma propre parole, en fait, il existe de la parole, il existe du langage, ça paraît un bêtasse de le dire comme ça, mais il y a quelque chose en acte qui vient s'incarner dans le fait même de dénoncer les choses. D'être très attentif encore une fois, là, en tout cas, moi, j'aime bien y aller tout doucement, c'est-à-dire de ne pas énoncer les choses à la place de la personne, parce que les mots peuvent être extraordinairement effractants, de poser des mots immenses sur, ne serait-ce que de poser le mot victime, poser le mot traumatisme, ou des mots, peu importe lesquels, mais qui vont trop vite par rapport à là où en est la personne, ça peut être très compliqué, mais néanmoins, il y a quelque chose
de la parole qui, pour moi, de ma parole, qui pour moi est importante à faire travailler, à mettre en présence dans cet espace-là. Et du coup, pas du coup, j'enlève le du coup, mais ce qui est intéressant, c'est aussi que il n'est pas possible, pour moi en tout cas, il n'est pas possible de travailler simplement avec la parole de la personne qui vient, mais aussi avec son silence, et donc aussi avec son corps, la présence même de son corps. Et c'est pour ça que je faisais le parallèle avec la caricature du psychanalyste, parce qu'on est presque dans la situation inverse, où finalement la personne qui vient, on va travailler beaucoup, et c'est toujours le cas, mais là encore plus, on va travailler beaucoup avec son silence, avec la présence et la coprésence. Et qu'est-ce que ça veut dire d'écouter le silence de la personne qui vient? Ça me paraît être un geste parmi les plus importants dans cette affaire. Je dirais qu'encore une fois, c'est toujours le cas, quel que soit, même quand on est en libéral, dans un cadre tout à fait classique, etc. Et la place du silence est vraiment au travail. Mais là encore plus, de manière encore plus flagrante, le poids du silence n'est pas le même. Et le poids du silence peut être précisément au lieu de cette métamorphose qui prend son temps, qui a besoin de prendre son temps pour se faire, trouver les mots. Pas parce qu'ils sont difficiles de trouver les mots justes, mais juste de trouver la parole, en fait, de trouver cet espace-là, et moins la trouver que la construire. Ça prend du temps et ça peut prendre du temps de silence. Et il me semble fondamental pendant ce temps-là de ne pas attendre, mais d'écouter. Et écouter, accompagner, et accompagner parfois par de la parole, mais en tout cas d'être à cet endroit-là. Là, je disais que ce n'était pas la même chose que des cours de FLE ou du babillage d'enfants. C'était plutôt en fait pour souligner une sorte de complémentarité en fait. Et aussi par rapport à votre question de tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de bien et de mal parler dans cette affaire. Il n'y a pas de faute de français. Et c'est pour ça que je faisais, et c'est à la fois très différent et très complémentaire. C'est en fait, à cet endroit-là, je pense qu'on peut revenir à une relecture de la règle fondamentale. Il n'y en a peut-être qu'une, et c'est celle-là de la psychanalyse donnée par Freud. C'est de dire ce qui passe par la tête, sans censure, sans jugement, sans bien, sans mal, sans machin. Et en fait, c'est impossible. On a toujours des complications plus ou moins importantes qui font que c'est très compliqué, cette affaire qui paraît simple. Mais en fait, là aussi, et là surtout, je dirais, quand on est en train de se cogner face au mur, face au réel, face à l'impossible à dire, eh ben, c'est très très difficile. Mais l'idée, c'est de se laisser éprouver cet impossible-là, de se laisser être confronté à la difficulté à dire, donc de se laisser être confronté à un certain silence, pas un silence passif, ni complètement hébété ou mortifère, mais un silence qui est en train de dire « je suis en train de chercher l'espace de la parole ». Et ça, ben forcément, ça marche mieux quand il y a quelqu'un qui écoute. Ou quand il y a quelqu'un qui fait des espèces de greffes de langage, quelque chose comme ça. Lacan parle de greffe. Il y a quelque chose qu'on peut vraiment... il y a c'est pour ça que je parlais du bain de langage qui entoure l'enfant. C'est de faire en sorte que le bureau, l'espace physique dans lequel la personne va venir, puisse être intégré, puisse être vécu, éprouvé comme un espace où il y a le langage, un espace où il y a la parole. Et construire ça, bah, ça peut vouloir dire bavarder, parler, injecter, s'adresser à la personne en permanence, que ce soit en silence ou avec des mots, de sorte à ce que, quoi qu'il se passe dans cette pièce, eh ben, ce sera inscrit
dans ce registre symbolique, dans ce bain de langage. Là, j'ai fait beaucoup de détours, excusez-moi, je ne sais pas trop si je réponds ou pas à la question. Mais... Merci beaucoup. S'il y a encore des questions, c'est le dernier appel. Et sinon, nous allons nous quitter. Je vous remercie encore une fois énormément pour votre disponibilité, la présentation qui était extrêmement éclairante. On vous fera parvenir je m'adresse à tous les auditeurs, on vous fera parvenir avec le compte-rendu la bibliographie de tous les ouvrages que vous avez cités. Et voilà, merci infiniment pour vos réponses. Et oui, vous alliez dire quelque chose, pardon. Oui, juste merci. Voilà, je ne sais pas comment dire autrement, mais merci beaucoup pour cette séance de séminaire. C'est un grand plaisir pour moi de partager ces questions-là avec vous. Et merci pour vos questions très pointues et très les mains dans le cambouis, ce que j'aime beaucoup. Merci. Et du coup, pour tout le monde, nous nous retrouvons... Alors, j'ai peur de dire une bêtise. Est-ce que Julie, tu peux me corriger? Le 22 mars? Oui, je crois que c'est ça. Et alors, si je ne m'abuse, c'est une projection de film. Je ne sais pas encore exactement les modalités, mais je pense qu'on enverra un lien quelques jours, une semaine avant, c'est ça? Oui, exactement. Exactement. Et de toute façon, vous serez informés sur notre site internet et par Facebook et par la mailing list comme d'habitude. Merci infiniment et bonne soirée à tout le monde. Merci. Je peux mettre fin à la réunion ou... Ouais, t'inquiète. Ok. Je crois qu'on peut aller genre manger. Oui. Du coup, tu m'envoies tes notes, c'est pas grave si elles sont pas au proche, je peux le faire, t'inquiète. T'inquiète, je mets en forme et je t'envoie ça. Bonne soirée. Merci.